les croire endormis. Et pourtant, chaque matin, depuis plus de 30 ans, les machines volantes du musée de l'air et de l'espace retrouvent une nouvelle jeunesse sous le feu des projecteurs. Alors bonjour Air France 022. Bonjour Air France 022, montée niveau 100 à Trex Unité Alpha. À l'extérieur, l'aéroport du Bourget lui aussi s'anime. Bonjour, montée 120 sur un départ au quasi. Les contrôleurs aériens prennent leur service dans la tour de contrôle, car si le Bourget, au nord-est de Paris, ne gère plus de vols commerciaux, il reste tout de même le premier aéroport d'affaires en Europe. À quelques encablures des jets privés, dans les ateliers du musée, des petites mains s'affairent depuis déjà 7 heures du matin. La restauration, c'est une grande partie de l'activité du musée. Même si les engins ne décolleront plus du tarmac, tout est passé en revue. Des contrôles d'armement à la couleur de la tôle. Un vrai travail d'orfèvre. Gling! Ah ben excellent. Ah le con. Voici Didier, en plein test des volets d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Tu peux le rentrer là si tu veux. Arrivé comme chaudronnier, Didier est aujourd'hui responsable de l'atelier. Il travaille dans la restauration depuis près de 18 ans, dont presque 5 sur cet avion. Ici, dans la soute à bombe, il reste encore quelques heures de travail, puis ce sera enfin le moment de s'occuper des accessoires. Voilà, bah ça c'est le système c'est le périscope hein, qui doit être inséré dans l'avion, là, on en parlait tout à l'heure. C'est ce fameux engin là où le mitrailleur était assis sur un siège et faisait fonctionner les deux mitrailleuses, parce qu'il y a eu des versions avec une mitrailleuse, une tourelle dorsale et une tourelle ventrale. J'étais d'accord, les gamins... 9 heures devant les portes d'entrée. Les premiers visiteurs sont là. Le musée est la coqueluche des écoles, des primaires aux ingénieurs. Alors pas une minute à perdre pour Sylvie Pagnot et ses élèves, d'autant plus que ces collégiens venus de Crosne, dans l'Essonne, ont bien l'intention de ne rien manquer des 125 000 m² d'exposition. Madame, c'est cher un avion. Ah oui, il y a toujours des sièges éjectables dans les avions comme ça. Ouais. Donc ça veut dire que la vitre s'ouvre fort et ça vole. Le musée possède une des plus riches collections du monde. Près de 180 engins, des pionniers au tout dernier prototype. Mais ce qui passionne les ados, c'est la technologie et le Concorde, évidemment. Ça tombe bien, le musée expose nez à nez le tout premier prototype de 1969 et le Sierra Delta, dernier exemplaire à avoir survolé la France en 2003. Ça se replie puis ça va se caler dans l'avion en fait. Mais pas le temps de s'attarder sur ce bijou de technologie qui faisait Paris-New York en 3h30. D'autres fleurons de l'aéronautique attendent les enfants. C'est quand clair pontial. Après le supersonique, retour aux avions à hélice, au passé tout aussi glorieux. Donc là vous êtes dans le hall des avions de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est tous des avions qui ont fait la guerre 39-45. Et on va pouvoir monter dans celui-là pour regarder à l'intérieur comment c'est fait. Celui-là, c'est un C-47, plus connu sous le nom de Dakota, célèbre pour avoir parachuté les troupes américaines derrière les lignes ennemies lors du jour J. Donc vous êtes dans un avion de guerre. Tout le monde à l'avant de l'appareil, je répète, tout le monde à l'avant de l'appareil. Ça fait presque flipper, on a l'impression qu'on décolle. C'est dommage que ça bouge pas le truc. Ouais. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, plus de 1600 Dakota ont survolé la Normandie avec 24 parachutistes à leur bord. Et c'est à lui que les enfants doivent leurs frissons. Christian Tilatil, le conservateur, est à l'origine de la scénographie du musée. Ce matin, il vient tester les contrôles d'armement de l'A-26. L'atelier comptabilise déjà 23 000 heures de travail sur cet engin. Reconditionné à la fin de la guerre pour le transport de passagers,
Il n'en fallait pas moins pour lui redonner ses attributs d'origine. Ce matin, le bombardier reprend enfin les armes. C'est le dernier, non. C'est le dernier, d'accord. Là, on peut pas voir des choses en fonctionnement, là, non, c'est trop tôt. Si, je peux vous. D'accord, ok. Ah, c'est génial. C'est vrai qu'on puisse avoir un bouton en bas, puis les gamins, ils vont... Ah, c'est moi qui vais en prendre une giclée, là. Si la guerre fait recette, le musée n'en oublie pas pour autant les pionniers de l'aéronautique. D'ailleurs, ce qui préoccupe le conservateur aujourd'hui, c'est en particulier le devenir de cette nacelle. Ah, c'est extraordinaire, ça c'est vraiment le début des dirigeables, hein, puisque l'aérostation a été inventée au fin XVIIIe siècle. Donc là, il y a la nacelle, il faut s'imaginer un immense ballon ovoïde au-dessus de la nacelle, et à l'intérieur, une dizaine d'hommes d'équipage qui tournaient des manivelles pour animer l'hélice. Et au départ, quand la fusée doit décoller, les combustibles en poudre donnent une grosse décharge et la fusée va pouvoir monter. Après une matinée de promenade dans l'histoire de l'aviation, Sylvie Pagnot retrouve sa casquette de professeur de sciences physiques. On retrouve les élèves devant une autre attraction incontournable, la fusée Ariane. Voilà pour la théorie, direction à présent le pas de tir pour une mission de lancement. Non, elle s'est vidée avant, tu vois, la fuite qu'il y avait. Là, elle était bonne, mais c'était la fuite d'eau, là, qui a... On va le refaire? Faire décoller une fusée avec de l'eau et de l'air, c'est possible. Alors, baissez-vous, mais faites très attention. C'est précisément ce que vont découvrir ces jeunes élèves. Ouais. Non, arrêtez de pomper. Ça peut être dangereux. Ces premiers pas dans la conquête de l'espace fascinent les collégiens. Ils passeront près de 2 heures sur le tarmac pour trouver le bon dosage avant le compte à rebours final. On va voir, hein, c'est pas... On va voir le résultat des courses. C'est parti. Top. Bon. Enfin. À l'intérieur du musée, il ne s'agit plus d'espace, mais de moments plus douloureux. Cet après-midi, Gérard Felzer, le directeur du musée de l'air, replonge dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale. Il reçoit la visite de l'un de ses héros. Roland de la Poipe est l'un des survivants de l'escadrille Normandie-Yémen. À 20 ans, à bord de son Yak 3, il s'est battu pour la France libre, aux côtés des Russes. Oui, c'est sympa parce que ça a été refait, il n'y a plus qu'à pousser le bouton, on démarre quoi. Ah oui, t'es là, oui, je viens de te voir, exact. Tu avais quel âge? 22 ans. 22 ans. Voilà De Gaulle. Allez, fais-toi, il te décore là. Oui. De Gaulle qui te décore, dis donc, c'est des images incroyables ça. On est tous comme des couillons. Bah oui, mais enfin bon, il fallait bien rendre des hommages de temps en temps quand même. Toi qui te battais sur le Focke-Wulf, ce que ça pouvait donner par rapport au Yak. Sur les 96 pilotes français partis sur le front russe, 42 n'en reviendront pas. Ils se battent dans des conditions extrêmes, sans oublier leurs mécaniciens souvent logés dans le coffre des avions. Et dans le coffre, on mettait des mécanos. Tu n'as jamais essayé de te mettre dans le coffre? On peut regarder là? Bien sûr. Bah, moi je ne savais pas du tout que les mécanos ils voyageaient là-dedans. Même restauré, le Yak reste capricieux. Ce n'est pas aujourd'hui que Gérard Felzer prendra la place du mécano. Qu'à cela ne tienne, il prend celle du pilote. Tu remets les gaz, d'accord. Et après tu règles en fonction, d'accord. En même temps, il fallait viser, il fallait parler, il fallait tirer. Et en même temps, ici, il y avait la manette de gaz qui est la grosse là. Donc on met tout en avant pour pouvoir faire repartir les 2000 chevaux du moteur. Tout le Normandie-Yémen a dû descendre à peu près 150 avions et avec ces engins qui étaient faits en bois. Se lancer avec des engins en bois à plus de 700 km/h sur un avion ennemi
Et surtout qu'ils avaient fait le choix de se battre. On n'est pas enrôlés comme des militaires, comme les Allemands par exemple. Eux, ils n'avaient pas tellement le choix. Bon, ils étaient militaires. Bon, tandis qu'ils ont fait le choix de partir, d'être déserteurs, condamnés à mort, rejoindre l'Angleterre, puis rejoindre la Russie. C'est un choix personnel qui est un choix politique en même temps. On se bat contre un ennemi identifié, contre une idéologie. Et c'est assez rare, quoi. Ça donne de la valeur à ces combattants. À son grand regret, Gérard Felzer ne peut pas pour l'instant faire décoller les avions du musée. C'est donc à l'aérodrome de Persan-Beaumont, situé à 40 km au nord de Paris, que l'ancien pilote de ligne a trouvé son terrain de jeu. Donc voilà son engin. C'est un avion belge avec un moteur Renault. Et voilà, on en a 3 exemplaires au milieu de l'air. Et ici, l'avantage, c'est qu'on peut voler avec. Alors ça, c'est formidable. On va attendre de le sortir. Le Stamp est l'avion mythique des années 40. Extrêmement maniable, il a même été le tout premier avion de voltige de la patrouille de France. Mais avant de démarrer les 640 chevaux du moteur, Hervé Blaise, le propriétaire, doit tout vérifier. Donc ça s'appelle l'après-vol. C'est une visite de contrôle de tous les éléments avant la mise en route du moteur et avant le vol. Gérard Felzer, lui, s'est laissé tenter par un petit tour en autogire. Une drôle de machine inventée par un ingénieur espagnol dans les années 20 et dont le prototype se trouve au musée de l'Air. Par la suite, les inventeurs lui préféreront son petit frère, l'hélicoptère. Mais l'autogire revient aujourd'hui à la mode, nettement moins gourmand en carburant et surtout beaucoup moins cher qu'un hélico, 60 000 € pour se l'offrir. C'est même moins cher qu'un Stamp. Mais que ne donnerait-on pas pour le plaisir de lancer une hélice à la main ? Contact! Le biplan est fin prêt pour le décollage sur la piste en herbe de l'aérodrome. Dès l'envol, il révèle toute son élégance. À terre comme à bord, on comprend tout l'enjeu du combat de Gérard Felzer, faire revoler les prototypes du musée. Si pour l'instant ils sont cloués au sol, un jour peut-être quelques-uns d'entre eux, ceux qui existent en plusieurs exemplaires, s'élanceront à nouveau sur la piste du Bourget.